Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un avis fiabilité. Puis surtout, au-delà de la fiabilité, ça va plutôt être également un guide d'achat pour vous aider à acheter une Saxo, des Saxo VTS, celle-ci en 16 soupapes, donc le meilleur produit possible sur la Saxo. Saxo qui est cousine de la 106 S16, la Saxo VTS 16V est cousine de la 106 S16. Donc c'est une voiture que je possède depuis un peu plus de 10 ans maintenant, 11 ans. Enfin ça fera 11 ans là dans quelques temps. Donc je peux en parler de manière tout à fait tranquille en termes de fiabilité. On verra également que dans quelques temps on fera quelques évolutions de cette voiture et je vous expliquerai pourquoi et vous allez comprendre dans quelques minutes. Cette Saxo 16V est de 99. La Saxo 16V est sortie de 1996 à 2003 avec un premier mini restylage en 99 comme celle-ci, avec un agrandissement de la calandre à l'avant. Et après, à partir de l'année 2000, on avait droit carrément à des feux complètement différents. C'était beaucoup plus rond, que pour moi était la moins belle des Saxo, et la plus belle était à 99 avec cette calandre agrandie. Je trouvais que c'était celle qui avait le plus de personnalité, et également d'un point de vue purement esthétique, je trouve que les Saxo VTS sont plus jolies que les 106 S16, tout du moins à l'extérieur. Les jantes, le kit carrosserie, etc. Tout lui va beaucoup mieux, je trouve personnellement, mais après c'est une affaire de goût. Cette Saxo VTS est donc un dérivé des séries normales, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites choses qui sont différentes et qui sont de plus ou moins bonne qualité. Donc pour commencer, la partie extérieure de ces Saxo, l'ensemble de la carrosserie a plutôt bien vieilli, a plutôt bien été conservé avec les années. D'un point de vue carrosserie, du moins la peinture est plutôt correcte. Globalement, c'est plutôt pas mal sur les Saxo de manière générale. L'application est plutôt bonne. Les pare-chocs ont plutôt une bonne fixation. Les phares aussi, c'est encore une génération de voitures où on n'avait pas trop de décollement de pare-chocs au niveau des ailes. C'est plutôt pas mal. Par contre, le kit carrosserie est assez fragile dans son ensemble de fixation. On peut voir ici par exemple que ça joue. Donc c'est les clips qui mettent derrière qui pètent sur les bas de caisse. Alors des fois ça peut suite à tentative de vol ou les ponts des garages qui sont un peu trop agressifs, je dirais, pour les fixations de bas de caisse. Donc alors les miennes sont d'origine, elles n'ont jamais été changées. Elles commencent un peu à fatiguer. Pareil, les baguettes de porte, les fixations et les baguettes d'aile, c'est les mêmes. Ça commence à jouer un petit peu malheureusement, donc il va falloir que je fasse une petite rénovation là-dessus. On peut voir de chaque côté ça joue, c'est pas de la grande qualité de ce côté là, pareil, mon bas de caisse à gauche qui commence à jouer. Alors le kilométrage de la voiture, parce que je l'ai pas montré encore une fois comme d'habitude, bon, c'est pas le vrai kilométrage, j'ai changé le compteur entre temps puisque j'avais eu un problème de tachymètre et c'était le compteur qui était mort. Mais en gros la voiture là, elle a 122 000 au compteur, mais en réalité elle a 205 000, 208 000 par là dans ces eaux là. Elle a plus de 200 000 km, c'est sûr, parce que le premier compteur a fait plus de 200 000. Il a dû lâcher à 202 ou 203, puis quand j'ai monté ce compteur j'ai dû faire 2-3 000 km depuis. Donc voilà, entre 200 et 210 000 km au réel et 123 000 au compteur. Les accroches, elles sont d'origine, donc on pourrait penser que c'est normal d'avoir ces problèmes d'ajustement de carrosserie à 200 000 km. Moi je trouve pas ça normal, sachant que ça n'a jamais été démonté. Toutes les accroches elles baillent, et bon, il va falloir que je les change. On fera une vidéo à l'occasion là-dessus, puisqu'on va... C'est une voiture que j'ai un petit peu délaissée, on va dire, ces dernières années. Je l'ai remis en route là il y a quelques temps, histoire de la faire rouler. Mais c'est une voiture que pour laquelle j'ai pas roulé pendant 2 ou 3 ans. Et puis là j'ai fait une petite remise en route, mais on va faire des évolutions dessus. Donc du point de vue de la carrosserie, globalement j'ai fait à peu près le tour. Si autre chose qui pose problème,
Alors là c'est un test que je fais pour le moment, c'est pas très joli, mais semble-t-il que c'est efficace, puisque j'avais des entrées d'eau dans cette voiture, et après avoir cherché différents endroits d'entrée d'eau, je pensais que ça venait de l'antenne au départ. En fait c'était pas l'antenne. Après j'ai suspecté dans les panneaux de porte quelque chose, mais c'était toujours pas ça. Finalement a priori c'est à cet endroit là, au niveau des joints de pare-brise, qui commence à se décoller. Alors là je peux moi pas impliquer Citroën dans le problème, puisque a priori le pare-brise a été changé en 2001, parce qu'il n'a pas été changé en 2011, puisque moi en 2011 j'avais déjà la voiture, et c'est pas moi qui l'ai changé. Donc je pense qu'en 2001 il a été changé, donc la voiture devait avoir 2 ans, donc le pare-brise a 20 ans, et du coup il y a des entrées d'eau depuis plutôt longtemps. Mais c'est un problème récurrent sur les saxos, d'avoir de l'eau qui stagne sur les moquettes, et bah souvent ça vient du pare-brise, et le pare-brise d'origine c'est pareil, il a souvent ce petit problème d'entrée d'eau. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment contrôler avant l'achat d'une saxo 16V. Là on peut voir que mon bas de caisse il baille bien, hein. Une fois que la porte est ouverte, on voit que c'est plutôt grand ouvert. À l'intérieur, les plastiques durs de l'ensemble de la voiture sont les mêmes que sur une saxo standard. Donc c'est évidemment aucunement intéressant et aucunement jouissif. Par contre ça a l'avantage de pas trop se rayer. L'ensemble a gardé sa couleur avec toutes les années, et il se raye pas facilement. Pareil, le volant il s'use pas du tout, donc ça c'est des points positifs. Par contre c'est vrai que la qualité fait vraiment voilà, ça sonne creux. Faut pas être trop dur avec eux, parce que sinon ils vont casser. Par contre pour le reste c'est d'une qualité également très médiocre. On peut voir que le panneau de porte il commence à se décrocher. Les vitres électriques sont plutôt solides, j'en ai jamais eu à changer en 10 ans de temps. Les rétros j'ai eu à les changer, mais parce qu'il y a eu vandalisme dessus. Le compteur, je disais que je l'ai changé, et ça j'ai l'impression que c'est assez récurrent sur ces voitures. Et les tissus de siège, alors les sièges ça pèse pas. Par contre les tissus commencent à, j'ai vu qu'il y avait un petit trou qui commençait à se faire ici, donc je suis assez prudent, il faut que je regarde ce que je peux faire là-dessus. Pour le reste ça va plutôt bien. L'intérieur de cette saxo a plutôt bien vieilli sur la sellerie. Alors il faut que je fasse un nettoyage et tout, parce que bon, pareil hein, ça fait 3 ans qu'elle avait pas roulé, donc j'ai mis juste un coup d'aspi là histoire de, mais puis elle a 200 000 km, il n'y a jamais eu de pendant très longtemps ça a été une voiture qu'on a utilisée tous les jours, et puis après il y a 3 ans on l'a arrêté. Et pareil, le pommeau s'est cassé à la remise en route, donc je pense qu'il n'a pas aimé la stagnation, donc là il faut que j'en trouve un. C'est le même pommeau que sur les saxos standards, donc il va falloir que je trouve ça. Donc globalement à l'intérieur pas grand chose. En même temps il n'y a pas d'équipement sur la mienne, hein. C'est une version sans clim, sans rien, il y a juste la direction assistée. Donc rentrons dans le cœur du sujet des défauts des saxos, mais c'est quelque chose qui s'applique également très largement sur les 106. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, ou pratiquement pas, sur les 205 à année égale, je dirais. C'est la corrosion. La corrosion sur les saxos, c'est une folie comment ça pourrit. Et donc on peut voir qu'ici, moi, elle commence à attaquer tout doucement dans le passage de roue, mais il y en a certaines qui sont complètement bouffées. Donc de chaque côté il faut vérifier l'achat avant d'acheter la saxo, si ça se bouffe pas, parce que les passages de roue ont tendance à partir en lambeaux sur ces voitures. Et donc après ça a tendance à faire une progression par derrière les moquettes, que ce soit à droite ou à gauche, hein. Malheureusement elles s'attaquent. Moi c'est que à droite a priori. De ce côté là, quoique ça commence aussi hein, très légèrement, donc il va falloir que je m'en occupe très rapidement, sous peine d'avoir à subir des conséquences assez néfastes sur ce problème là. Donc on a à ce niveau là de la corrosion qui se fait bien plus que la moyenne, donc il faut faire très attention à ça. Et également au niveau du plancher, donc là je peux pas trop le montrer, en tout cas pas sur cette vidéo, mais dans quelques temps quand on fera des choses
pour la faire, pour la sauver. Mais moi le plancher commence un petit peu à piquer sur ma voiture et donc ça a tendance aussi à piquer au niveau au-dessus du train arrière, derrière le réservoir, etc. Donc c'est des choses qu'il faut vite prendre en compte et voir si ça n'a pas été traité, et ça touche toutes les générations de Saxo, hein. Que ce soit les Saxo 97 ou les Saxo 2003. Évidemment les 97 sont plus impactés que les 2003 parce qu'elles sont plus vieilles, mais on a le même problème sur toutes, hein. Donc c'est une voiture qui a globalement été entretenue, qui a passé quasiment l'entièreté de sa vie en Ile-de-France. Malheureusement on a des routes agressives, mais par les utilisateurs, pas par nos conditions climatiques. On n'est pas sur des bords de mer ni sur des régions montagneuses, c'est pas particulièrement salé. C'est une voiture que j'ai lavée quand même régulièrement, mais malgré ça elle a subi la mauvaise qualité des métaux de chez Peugeot. C'était des voitures à bas prix et je pense qu'ils ont tiré la qualité entre autres sur les châssis. Donc l'entièreté des passages de roue arrière est à contrôler sur ces voitures. Derrière les bas de caisse, donc derrière la finition extérieure qui est en plastique, donc elle évidemment elle rouille pas, ça, vous gardez le bel aspect de la voiture, mais derrière ça par contre ça peut être sujet à corrosion au niveau des pieds de cric. Au-dessus du réservoir du train arrière, ça peut être sujet également à corrosion. Donc moi on voit pas grand chose là parce qu'on n'est pas sur un pont. Mon plancher est plutôt propre globalement, il n'y a pas trop de soucis à reprocher. Par contre j'ai vu que ça commençait à piquer plus vers le train arrière. C'est plus à cet endroit là où ça commence à piquer légèrement, donc c'est de la corrosion de surface. Peut-être que mes passages de roue ils vont commencer à trouer dans pas longtemps, mais en tout cas au-dessus du train arrière c'est sûr que c'est de la corrosion de surface, donc c'est pas encore très grave. Mais toute la partie arrière des 106 Saxo est à contrôler très largement si vous voulez profiter de la voiture un certain temps. Faites très attention de ce côté là. Pour le reste, la partie avant ne rouille pas sur le châssis, donc ou en tout cas de manière beaucoup moins courante. Contrôlez quand même au niveau des longerons pour être sûr, parce que sinon c'est pareil, ça peut être sujet à mauvaise surprise. En tout cas moi c'est plutôt sur la partie arrière que la partie avant, et de ce que j'ai pu voir dans ma vie j'ai l'impression que c'est plutôt ça également. De manière générale ça va plutôt être sur la partie arrière. Pour ce qui est des trains roulants de ces Saxo, là aussi gros problème. Alors à l'arrière, le traditionnel train arrière qui prend du jeu, bon ça on commence à avoir l'habitude de l'évoquer sur la chaîne, ça n'échappe pas à la règle, hein. Sur ces voitures là en général quand on tombe le train arrière, bon, on tombe le réservoir en même temps et on en profite pour traiter la corrosion. Donc c'est peut-être ce qui va se passer dans quelques temps avec cette voiture, donc ça demande un certain niveau de travail malheureusement. Mais la partie avant du châssis n'est pas en reste, avec un certain nombre de problèmes qui touchent ces voitures. Et donc ces voitures vont avoir alors des problèmes à différents niveaux. On va avoir les jambes de force qui peuvent rouiller, éventuellement casser ou voire s'ovaliser, donc ce qui provoque un jeu dans l'amortisseur. Donc ça c'est pour le phénomène extrême et le phénomène le plus grave. Éventuellement aussi on a parfois des casses de ressorts de suspension. Là je parle sur des voitures d'origine, hein. Je parle pas sur des voitures qui ont été modifiées, préparées ou je ne sais quoi. On peut avoir des cas de casse de ressorts de suspension ou de grincement, puisque d'origine ils mettaient pour éviter que ça grince, justement il y avait une espèce de couverture en caoutchouc sur les lames du ressort. Mais malheureusement ces petites couvertures, et alors elles avaient un effet d'atténuer le bruit, par contre elles avaient l'effet inverse de stocker de l'eau, et du coup ça vous faisait rouiller votre ressort et le ressort pouvait casser. Donc gros problème sur les trains avant de Saxo au niveau amortisseur ressort, à contrôler également de manière très pointilleuse, puisque ça peut jouer. Et évidemment moi la mienne elle a ce problème là aussi, donc on va tenter de régler ce souci. Continuons avec les soucis de train avant. On va ouvrir le capot. Les Saxo et les 106 pour moi sont de moins bonne qualité, mais alors très en dessous en termes de qualité que les 205. Donc autre problème sur les trains avant, ce sont les crémaillères.
Donc les crémaillères, c'est la crémaillère de direction, c'est ce qu'on peut voir là, les tubes. Donc moi évidemment là j'ai le soufflet qui est HS sur la crémaillère, il va pas jusqu'au bout, normalement il est censé aller jusqu'au bout, le petit soufflet, mais pareil il peut vous provoquer des bruits dans la direction. Et pour continuer dans la direction d'une Saxo, c'est une direction qui est assistées en tout cas sur les 16 soupapes comme les 106 S16. Elles sont accompagnées d'un moteur électrique et hydraulique qui se situe en dessous de la batterie. C'est cette espèce de boîte là-bas là. Et c'est pareil, c'est de très mauvaise qualité, ça a tendance à lâcher. Moi j'ai jamais eu de soucis de ce côté là, mais beaucoup de personnes sur des forums ont des soucis de direction, donc plutôt dommage, hein. Donc pareil, il faut passer par la case changement si on veut conserver sa voiture d'origine. Pour le reste, ça va, les rotules, ça a une usure à peu près normale, les triangles aussi, la voiture est assez légère, les freins ont une très bonne durée de vie, les pneus aussi, donc ça c'est plutôt encourageant de ce côté-là. Pour le reste, c'est pas terrible. Et tant qu'on y est, puisque habituellement quand je fais mes avis fiabilité, je parle des consommables hors moteur en même temps que les suspensions. L'échappement est une catastrophe sur les 106 et les Saxo. Ça a tendance à rouiller tout le temps sur des échappements d'origine. Les catalyseurs ont tendance à se bouffer en quelques dizaines de milliers de kilomètres. Donc là concrètement, moi j'ai un catalyseur qui est vidé sur la mienne, mais il y a toujours la gamelle, mais je l'ai vidé parce que c'était plus possible. Et le silencieux d'échappement, j'ai dû le changer 3 fois en 10 ans. Le silencieux Citroën d'origine doit évidemment être de meilleure qualité que les refabrications. Par contre, il est hors de prix, il vaut genre 400 balles. Par contre, quand vous mettez une refabrication, généralement il tient pas bien dans l'axe, c'est impossible à bien le mettre. Donc du coup ça vous fait une petite visuellement une petite différence. Et puis le silencieux est censé être carré normalement, et là il est un peu ovale, donc échappement nul sur la Saxo de manière d'origine. Donc dernier point, c'est la partie mécanique qu'on va aborder sur cette Saxo. L'ensemble mécanique est plutôt solide. Par contre, il y a malheureusement des maux qui sont récurrents sur ces voitures. Premier point, c'est le joint de culasse, c'est le traditionnel sur le moteur TU. Le joint de culasse, il n'est pas épargné sur ces versions 16V. Moi j'ai eu à le faire déjà une première fois aux alentours de 150 000 km. Grosse fuite d'eau derrière l'alternateur à ce niveau là, ça coulait en 100 km, elle perdait 5-6 litres d'eau. Donc voilà, le joint de culasse avait pété sur la partie extérieure. La voiture n'avait pas chauffé, la culasse n'a pas pris de coup. Mais du coup le joint de culasse est loin d'être une chose cachée sur ces voitures. Et deuxième point assez récurrent, je dirais, sur celle-ci, c'est les embrayages et les boîtes de vitesse qui ont tendance à poser problème, puisque évidemment c'est des voitures qu'on va utiliser un peu plus nerveusement que la moyenne. Donc moi ma boîte de vitesse est d'origine, mais si vous tombez sur quelqu'un qui a attaqué un petit peu, vous avez possiblement les synchros qui lâchent. Alors moi j'ai le synchro de troisième qui commence à fatiguer. Si je suis à très haut régime et que je rentre trop rapidement, la troisième ça gratte un peu. Certains c'est la deuxième, mais moi c'est à plus de 200 000 km, donc, mais certains ça tient quelques milliers de kilomètres. Par contre j'ai déjà eu à faire l'embrayage, alors j'ai plus le kilométrage en tête, mais je pense que c'était à peu près en même temps que le joint de culasse, un peu après, je pense vers 160 000 km l'embrayage avait été changé. Donc ça c'est sur les grosses pièces. L'avantage c'est que ces pièces là en tout cas mécaniques ne coûtent pas trop cher et elles sont disponibles facilement, donc ça c'est plutôt un avantage. Et après le reste du moteur, les soupapes, les pistons, etc. sont plutôt solides. Les pièces internes sont plutôt solides. Alors une fois on a échangé le radiateur, mais c'était pas le bon et j'étais pressé, donc il a fallu que je le laisse. Il m'avait livré un mauvais radiateur, il est un peu petit, mais pareil on le changera, on mettra un radiateur plus gros quand on fera le nécessaire. Autre chose, boîtier papillon, cette pièce qui est ici peut poser des problèmes. La voiture a des ratés de régime. Bobine d'allumage c'est pareil, ça peut sembler fragile. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour une petite voiture qui est archi simple. Évidemment malheureusement quand vous avez les équipements supplémentaires que moi je n'ai pas, style ABS, clim, etc., ça pose également problème. Donc l'avantage c'est que les pièces
en tout cas autres que les pièces spécifiques, sont peu onéreuses. Le moteur globalement vous lâchera pas en route, mais tout le reste c'est globalement très compliqué. Donc ce qui va se passer avec cette voiture dans quelques temps, on fera le suivi sur la chaîne, c'est qu'on va faire un certain nombre d'évolutions, mais des évolutions qui vont rester très discrètes pour justement supprimer tous les problèmes liés à cette voiture, ou du moins en supprimer le maximum. Alors j'ai commencé tout à l'heure par l'histoire du catalyseur que j'ai vidé parce que j'en avais marre, et voilà. Donc pour l'instant là le catalyseur est vide. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais transformer la partie châssis. Je vais faire quelques modifications. Donc les modifications, alors je sais pas encore, mais je vais supprimer la direction assistée. Pour la supprimer, il faut que je change la crémaillère, il faut que je change les jambes de force complètes. Donc ça on va le faire dans quelques temps. Alors je sais pas si je vais pouvoir mettre des éléments de 106 XSI ou s'il faut que je trouve des éléments de 106 Rally Phase 2, je sais pas, il faut que je regarde. Mais en tout cas on va changer, donc on va être obligé de changer tout, hein, les triangles, la crémaillère, les jambes de force, etc. Donc ça on va le faire. Je vais en même temps en profiter pour mettre des freins de 206 S16 ou de 206 HDI, puisque les étriers sont plus gros, les disques sont plus grands, donc avec un meilleur freinage. Et on va faire une modification pour passer la voiture à l'éthanol, puisque je vais m'en resservir quotidiennement et au prix de l'essence c'est pas possible. Et du coup ce que je vais faire, c'est que on va montrer aussi les différentes évolutions qu'on peut apporter pour la faire fonctionner à l'éthanol. On va changer les injecteurs, on va mettre des injecteurs plus gros, et on va voir s'il faut mettre un régulateur de pression d'essence, on va voir s'il faut mettre un boîtier ou pas, mais ça fera l'objet de différentes évolutions que je vais montrer un peu plus tard sur la chaîne. Évidemment je vais changer la boîte à air, je vais mettre une boîte à air triangulaire look Citroën Sport, comme on mettait il y a 20 ans, pour en améliorer un peu l'air. On va augmenter l'essence, enfin le débit d'essence va être augmenté, l'entrée d'air va être augmentée. On va voir si le calculateur va falloir faire des modifs ou pas dessus. Et puis on va faire quelques modifs sur le châssis. L'idée c'est pas de faire du tuning, l'idée c'est de, à mes yeux, fiabiliser la voiture pour arrêter avec ces défauts qui moi me fatiguent et qui me posent problème. Si on voulait une note sur cette Saxo, je mets pas plus de 12. Le moteur est solide, les pièces sont pas trop chères. Par contre les pièces spécifiques sont très très chères et difficilement trouvables. Mais ça c'est la joie de la collection de la voiture de collection très demandée, ou tout doucement qui rentre dans le milieu de la collection. Et ça vaut pas plus de 12 parce que le châssis c'est pas possible, tous les problèmes qu'elles ont. Et la rouille évidemment qu'il faut surveiller comme l'huile sur le feu. Et tous les équipements autres que le moteur qui lâchent les uns après les autres de manière assez rapide. Donc on va faire évoluer cette Saxo qui pour le moment est en configuration d'origine. Pour pouvoir s'en servir le plus longtemps possible, je vais apporter quelques modifications qui vont être discrètes, mais malgré tout qui vont être faites pour en profiter, comme je le disais. Peut-être qu'on améliorera notre fiabilité à ce moment-là. On verra si on peut faire quelque chose. On va revoir la voiture sur la chaîne dans quelques temps. On va la faire rouler, on va en profiter un petit peu. Encore quelques années. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel AFI fiabilité, un peu guide d'achat, enfin qui s'est un petit peu mélangé dans tous les sens. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche sur YouTube, le Garage PTS. Merci à vous, à bientôt.